Donc aujourd'hui, je vais vous parler des appels à projets du cluster santé de la destination 5. Je suis Sophie Descamps, membre du PCN Santé. Donc ici, nous avons remis les différents membres de ce PCN qui est coordonné par Virginie Sivan, qui est également représentante au comité de programme auprès de la Commission européenne. Et avec moi, les collègues Vania Rosas de l'Institut Pasteur et Catherine Tostin-Desmar de la PHP. Pour nous contacter, il y a une adresse générique unique, donc n'hésitez pas. Et il y a également toutes les infos liées aux activités du PCN Santé disponibles sur le site internet du ministère dédié à Horizon Europe. Donc ce webinaire de présentation des topics de la destination 5 s'inscrit dans un cycle qui présente l'ensemble des 6 destinations du programme de santé, du programme de travail santé, pardon. Donc tous les webinaires sont enregistrés et sont disponibles sur le site internet si vous n'avez pas pu y assister. Donc la commission a enfin publié le programme de travail le 16 juin et les appels ont ouvert le 22 juin. Donc malgré le retard non négligeable de la publication des appels, la commission a souhaité ne pas décaler la date limite. Donc pour 2021, la date limite de dépôt reste au 21 septembre. En ce qui concerne les conditions de participation, rapidement, pour ceux qui étaient familiers de Horizon 2020, ça n'a pas grandement changé. On reste sur différents types d'actions RIA pour les appels à projets de type recherche et développement, les actions d'innovation pour des projets qui sont plus aval, plus proches du marché, des actions de soutien de coordination, les CSA, qui ne vont pas financer de la recherche, mais l'organisation de la recherche au niveau européen, et également les actions de type PCP-PPI, dont je ne vais pas détailler ici, puisqu'il n'y en a pas dans la destination 5. Les conditions d'éligibilité restent très semblables pour un consortium, à savoir qu'il faut avoir au moins 3 entités légales qui soient établies dans des États membres associés différents. Avec une nouveauté, pour ce programme, il faut avoir au moins une entité établie dans un État membre. En ce qui concerne l'éligibilité des pays au financement, donc évidemment les États membres de l'Union européenne sont éligibles au financement. Il y a ensuite une liste d'États associés qui est également éligible. Donc tout a été enfin publié dans le Horizon Program Guide. Vous avez le lien ici. Il y a également une liste de pays à faible et moyen revenu qui est éligible. Une particularité pour le programme santé, c'est que les partenaires américains sont éligibles également au financement par la Commission européenne, mais c'est uniquement vraiment pour le cluster santé et nulle part ailleurs dans Horizon Europe. Ensuite, oui. Une nouveauté dans la structuration du Work Programme pour Horizon Europe, c'est ce découpage donc, en destination, comme vous l'avez vu, qui correspond en fait à des priorités. Pour chacune des destinations, la Commission a décrit un impact attendu, donc il y a un impact à long terme, qu'il soit scientifique, économique ou social. Et l'ensemble des topics de cette destination devra contribuer à atteindre ces impacts-là. Et après, pour chaque topic, vous avez l'expected outcome, qui est là un impact à plus court terme ou à moyen terme, après la fin du projet. Et donc, les résultats du projet devront contribuer à atteindre ces outcomes-là. Donc, si on passe à la destination 5, ici, on s'intéresse vraiment aux opportunités qui vont être offertes, que ce soit par les nouvelles technologies ou la quantité importante de données de santé et toutes les solutions numériques pour transformer justement les systèmes de santé et, comme d'habitude, promouvoir la santé et le bien-être des citoyens. Donc, on va, sur l'ensemble de ces appels à projets, promouvoir le développement d'outils de technologie et de solutions numériques, donc que ce soit pour le traitement, les médicaments, les dispositifs médicaux, etc. Donc dans cette destination, il y a 3 appels pour 2021 et 3 appels pour 2022.
Dans les appels pour 2021, il y a une action d'innovation et 2 actions RIA. Et il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, si vous pouviez tous fermer mon micro. Merci beaucoup. Donc dans ce tableau, on a rassemblé en fait le budget par projet, mais également le budget total attendu sur la ligne, ce qui donne une idée du nombre de projets qui va être financé. C'est une moyenne hein, parce que les projets peuvent demander plus ou moins que le budget indiqué. Donc le premier appel, c'est donc une action d'innovation, c'est la seule de tout le Work Programme. Ici, l'objectif de ce projet, c'est de développer des implants actifs connectés et en même temps de définir les méthodes d'implantation chirurgicale spécifiques à ces implants. Et la particularité, c'est qu'il faut que ce soit dans des conditions de ressources limitées. Donc ça, c'est très important à respecter. Donc ici, on a un budget à 6 millions par projet pour un budget total de 25 millions. L'aire thérapeutique est vraiment au choix, il n'y a pas de restriction. Donc dans l'appel, il est indiqué que ça peut être orthopédique, neurologique, cardiovasculaire, métabolique, etc. Mais ce n'est pas une liste exhaustive, hein, ça peut vraiment être n'importe quel domaine. Par contre, le projet doit proposer un dispositif qui démarre au TRL 4, donc à peu près preuve de concept, au début du projet, pour l'amener jusqu'à un TRL 7, donc ça c'est non négociable. Et le projet doit cibler vraiment des implants actifs connectés, donc des dispositifs qui vont impliquer des composants microélectroniques et placés à l'intérieur du corps du patient. Donc le projet devra inclure donc, le design du dispositif médical, mais également le travail réglementaire, les études cliniques et puis l'itération de développement. Et comme je vous le disais, il faut vraiment que les procédures d'implantation chirurgicale soient compatibles avec ces fameux environnements contraints en ressources. Donc ce qu'il est indiqué, ressources contraintes, ça peut être manque de personnel médical ou manque d'équipement ou de médicaments par exemple. Mais vraiment dans ces conditions-là. Et enfin, donc, tout ce qui est durabilité de l'implant et de la procédure chirurgicale seront vraiment des éléments essentiels à inclure dans ce projet. Donc en ce qui concerne le contexte politique, bien sûr, il y a cette nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux qui date de 2017 et dans laquelle la réglementation qui concerne les dispositifs médicaux implantables est également traitée. Elle a été amendée en 2020 pour décaler la date d'entrée en vigueur. Et je vous ai également ajouté, ici, il y a une page internet qui résume un peu les activités de la Commission européenne dans le domaine des dispositifs médicaux et qui rappelle effectivement l'ensemble des réglementations. Alors, j'ai regardé un peu tout ce qui avait déjà été fait dans H2020. Donc, en termes de projets financés sur les dispositifs médicaux connectés spécifiquement, il n'y a pas eu d'appel. Par contre, dans FP7, il y avait quelques projets. Donc, je vous les ai remis ici. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, mais il y a eu quelques appels dans H2020. Et notamment un appel intéressant qui était une CSA sur des approches méthodologiques pour améliorer l'évaluation clinique des dispositifs médicaux à haut risque. Donc, ce n'est pas un projet de recherche, mais c'est une CSA et elle a démarré en 2021. Donc ça peut être intéressant à regarder. Et là, voilà, une liste de projets un peu ponctuels, on va dire, qui s'intéressent à des dispositifs médicaux connectés. Donc ici, évidemment, il va falloir impliquer dans les consortiums des spécialistes médicaux du dispositif médical du domaine que vous visez avec le dispositif médical, et notamment les chirurgiens, parce qu'il faudra développer la procédure chirurgicale. Et effectivement, impliquer des CHU ou des structures dans des zones qui ont ces fameuses ressources limitées. Et il sera également important d'impliquer les agences réglementaires. Ça, c'est vraiment un souhait de la Commission, quel que soit en fait le niveau TRL de projet que vous développez en général, pour s'assurer au plus tôt en fait que ce que vous développez va bien être adopté. Est-ce qu'il y a des questions sur cet appel en particulier ?
ou est-ce que je passe à la suite? Pas de questions. Le deuxième appel ici traite des Advanced Therapy. Donc c'est un projet à 6 millions d'euros pour un budget total de 60 millions. Donc une dizaine de projets financés. C'est pas souvent, donc il faudra en profiter. Donc le constat, c'est qu'il y a eu pas mal d'avancées dans ce domaine-là, mais qu'il y a toujours un peu des failles sur certains aspects. Et donc l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que la prochaine génération de ces Advanced Therapy puisse être établie donc, en temps opportun, en accord avec les standards réglementaires, pour pouvoir entrer dans des essais cliniques par la suite. Donc ici, l'appel va soutenir des plateformes de recherche préclinique pour le développement de ces Advanced Therapy. Donc les domaines ciblés sont assez larges, puisque c'est désordre avec une forte prévalence, des besoins médicaux non pourvus, et un lourd fardeau. Donc ça laisse place à pas mal de propositions. Il faudra justifier dans le projet en quoi la pathologie ou le domaine que vous ciblez remplit bien ces critères. On est sur uniquement de la recherche préclinique ici, donc très important, et les projets donc, devront traiter un ou plusieurs des domaines suivants. Donc là, c'est aussi au choix. Donc soit traiter les cellules souches pluripotentes avec le développement méthodologique pour la production et la différenciation. Soit on peut traiter également les produits d'édition du génome, développer et valider les tests biologiques et les méthodes pour démontrer leur efficacité, entre autres. Soit on peut également cibler le développement et la validation de thérapeutiques basées sur l'ARN. Ici, dans ce cas-là, ça sera réduit uniquement aux maladies non transmissibles. Et enfin, quel que soit le choix que vous faites, il faudra étudier, analyser la réponse immunitaire générée par votre méthode. Et également inclure les aspects réglementaires pour la prochaine phase de développement, comme je vous le disais plus tôt. Alors en termes de contexte politique ici, il y a pas mal de choses qui sont notamment faites par l'EMA, la European Medicine Agency, avec beaucoup de documents, de guidelines, de bonnes pratiques sur les ATMP. Donc il y a également un plan d'action conjoint entre la Commission européenne et l'EMA sur ça. Et voilà, il y a pas mal d'informations, donc je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé. Et pareil, en ce qui concerne les projets déjà financés, là, il y a eu beaucoup de choses de faites. Donc, dans tout le programme H2020, en fait, il y a eu quasiment chaque année des appels sur la médecine régénérative. Donc, je n'ai pas tout détaillé ici. À chaque fois, je renvoie vers la liste de l'ensemble des projets financés. Mais il y en a pas mal qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Et récemment aussi, en 2020, il y a eu une CSA, donc une action de coordination, qui a été financée pour mieux rassembler l'information sur les thérapies basées sur les gènes ou les cellules. Donc ça sera également intéressant, je pense, de voir comment collaborer avec cette CSA si jamais vous décidez de monter un projet en réponse à cet appel. Et oui, en 2018, pardon, c'est ça que je voulais souligner, il y a eu également un appel qui s'appelait Innovation Platform for Advanced Therapy of the Future. Donc là, on s'intéressait également à leur plateforme dans le sens mise en réseau d'expertise différentes pour le développement de ces Advanced Therapy. Donc ça aussi, je pense que ce sera important de voir les synergies, ou en tout cas de mentionner ce qui a été fait dans votre projet. Et ensuite, voilà, il y a encore toute une liste d'appels à projets qui ont été financés sur ces thématiques-là. Donc, je pense que c'est très riche. Tout ne sera pas forcément pertinent, mais vous avez au moins l'information. J'essaie d'aller voir le chat, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur cet appel en particulier? Oui, bonjour, Monsieur Crezel. J'ai une question effectivement par rapport à la diapo précédente, même encore une avant. Là, vous avez parlé en fait d'une plateforme qui était créée. Et de quel point s'agit-il en fait? Je vois pas trop en fait. Est-ce que vous pourriez utiliser votre curseur peut-être pour montrer? Ah oui, vous voyez, oui. En Voilà. fait, ici, c'était l'appel qui s'appelait BHC09.
où la commission avait appelé ça des innovation platforms. Mais ce n'est pas des plateformes physiques, on va dire. C'est au sein du consortium, l'ensemble des expertises étaient réunies pour développer l'advanced therapy qui était ciblée. Mais ce n'est pas une plateforme physique. D'accord, donc pour collaborer avec eux, en fait, il faudra entrer en contact avec le responsable, c'est ça, le projet? Voilà, il faudra aller voir. Alors, je ne les connais pas par cœur, il y en a 6 financés. Ici, vous aurez les diapos et il y a les liens vers tous les projets financés quand vous cliquez sur le chiffre. Faut voir s'il y a des choses qui vous paraissent pertinentes par rapport à ce que vous voulez développer. Et en effet, si ça paraît pertinent, les contacter directement. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc je passe au troisième et dernier appel de 2021. Donc ici, on arrive sur un appel qui concerne les data. Donc on aura un budget par projet de 8 millions d'euros avec un budget total de 30 millions. Donc on est sur 3 à 4 projets financés. Donc ici, on veut développer des nouvelles solutions numériques qui vont permettre d'améliorer, encore une fois, la qualité, l'interopérabilité et la réutilisation des données de santé. Je dis encore une fois parce qu'il y a pas mal d'appels qui sont faits à l'Europe à ce niveau-là, dans le but de les rendre plus accessibles aux chercheurs et aux cliniciens. Donc là, on est vraiment dans un développement d'outils pour la recherche. Donc ici, ça sera très important de cibler les données de santé de vraiment une grande diversité d'États membres et associés de l'Union européenne pour avoir un échantillon représentatif des systèmes de santé. Et l'idée, c'est vraiment de développer des outils informatiques et d'intelligence artificielle. Donc l'appel est assez long, il me semble. Et donc il faut traiter tous les aspects qui sont cités dans l'appel, et ça c'est vraiment très important. Quand il y a marqué traiter tous les aspects, c'est vraiment pas au choix. Vous savez, la compétition est rude. Donc la cible, c'est vraiment de développer des nouvelles solutions qui permettent donc d'améliorer la qualité des données, des dossiers de santé électronique ou les registres de patients, c'est vraiment la cible. Donc après, je ne suis pas experte, mais il faudra développer tous les outils pertinents. Donc il y en a plusieurs cités, traitement du langage, sémantique informatique, ontologie, etc. Donc ça, c'est à vous de voir tout ce qui est pertinent. Tous ces outils devront permettre l'extraction des informations de santé à partir de données non structurées, de différentes sources cliniques et médicales, etc., pour les déposer dans des dossiers dans une forme structurée. Et dans le cadre du projet, en fait, il faudra développer et piloter des assistants virtuels qui vont être basés sur l'intelligence artificielle et qui vont permettre de tester et démontrer la validité et la facilité d'utilisation des outils que vous développez. En termes de contexte politique européen, là, il y a pas mal de choses qui sont faites, et notamment dans le texte de l'appel, il fait référence à la recommandation de la Commission sur un format de dossier patient électronique pour échange. En fait, elle a fait pas mal de choses dans ce domaine-là, on va y revenir. Et donc, vous le savez peut-être, la Commission a pas mal de plans d'action et de communication sur, par exemple, The European Digital Strategy, je vous ai remis ici, et également le Digital Transformation of Health and Care, qui date de 2018, qui a 3 grandes priorités. La première, c'est l'accès sécurisé des citoyens à leurs données. Et la deuxième, c'est l'utilisation du potentiel des data pour la recherche et la médecine personnalisée. Donc ça, c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrit cet appel. Et je vous ai remis ici des actions qui existent. Il y a notamment une initiative qui s'appelle eHealth Network, qui rassemble des États membres qui travaillent sur ce sujet, etc. Et il y a également un rapport qui recense toutes les initiatives de la Commission et tous les projets financés dans le domaine de l'interopérabilité et de la standardisation des données, par exemple. Donc il y a vraiment beaucoup de choses de faites dans ce domaine. Et là, c'est pareil, j'ai fait une recherche de projets déjà financés, donc notamment, ce qui est important, c'est qu'en 2018, il y a eu un appel qui s'appelait donc Prototyping a European Interoperable Electronic Health Record, donc EHR Exchange,
Donc ça, je pense que ça sera un peu incontournable dans ce projet d'y faire référence et de voir comment collaborer avec eux. Et également, il y a eu pas mal d'actions de coordination, donc CSA, qui ont été financées ces 2-3 dernières années pour justement comment se mettre d'accord au niveau européen pour travailler sur cette question d'interopérabilité des données. Et donc en 2020, il y a eu la création d'une CSA pour développer une roadmap sur l'interopérabilité des données, par exemple. Donc ça, je pense que ça sera très important d'aller voir tout ce qui est déjà fait, en fait, pour pas être dupliqué. Dans cet appel, il est spécifiquement mentionné qu'il faut inclure des PME, donc ça sera incontournable. Évidemment, comme d'habitude, inclure les utilisateurs finaux, donc ici les utilisateurs finaux, pardon, ça va être les chercheurs et les cliniciens, donc pour bien s'assurer de quels sont leurs besoins. Et collaborer avec les infrastructures de recherche pertinentes, parce qu'il y a un certain nombre d'infrastructures en santé qui sont financées, qui ont des services et qui ont un grand nombre de data, en fait, et donc de voir comment collaborer avec eux. Et je l'ai déjà dit en introduction, mais avoir vraiment un échantillon représentatif des différents systèmes de santé en Europe. Est-ce qu'il y a des questions sur cet appel ? Parfait. Donc je vais passer aux appels 2022. Donc ici, il y en a également 3. Ça va être des actions de recherche et il y en a 2 qui sont en une étape avec une deadline au 21 avril 2022 et une qui est bien en 2 étapes avec une deadline de première étape au 1er février. Donc le premier appel s'intéresse à la validation clinique de biomarqueurs qualifiés qui vont permettre de s'assurer de l'utilisation efficace de traitements pharmaceutiques déjà existants. Donc ici, ça fait partie des gros appels à projets puisqu'on a un budget de 10 millions d'euros par projet pour un total de 60 millions. Donc les domaines qui sont ouverts sont très larges puisque il est indiqué maladies et conditions majeures, pas limité aux maladies cardiovasculaires. Par contre, la restriction, c'est sur les conditions pour lesquelles les traitements disponibles sont considérés efficaces dans moins de 50% de la population. Une exception majeure, c'est que le cancer et les maladies rares sont exclus. Donc le cancer sera traité dans la mission cancer et les maladies rares ont pas mal d'initiatives par ailleurs et il y a un appel qui est dédié aux maladies rares. Donc ici, on est sur des études cliniques. Donc il faut mettre en place la validation clinique de biomarqueurs qui permettront de prescrire le bon traitement à la bonne dose et au bon moment, donc toujours dans un but de médecine personnalisée. Donc ça peut vraiment être tout type de biomarqueurs, pas uniquement moléculaire. Également, une autre restriction, c'est vraiment uniquement dédié aux médicaments qui sont déjà sur le marché et pas de validation de marqueurs pour le développement de nouveaux médicaments. Et il est également, encore une fois mentionné ici, la synergie avec les infrastructures de recherche existantes. Donc il n'y a pas de contexte politique spécifiquement cité dans l'appel. Je fais référence ici à la réglementation sur la définition de compagnon diagnostic, puisque c'est un des objectifs de cet appel, c'est de valider ce type de diagnostic. Et il y a également certaines publications sur ces aspects-là, mais sinon rien de très structuré au niveau européen. Pareil, en ce qui concerne les projets déjà financés, j'ai rien trouvé, en tout cas dans H2020 santé, de spécifique sur ce type de sujet. Par contre, il y a eu beaucoup de projets sur la validation de marqueurs pour le développement de nouveaux médicaments. Mais donc assez peu dans le cadre de compagnons diagnostiques. Donc ici, voilà, je vous ai remis pour information un certain type de projets qui seront plus ou moins pertinents en fonction de ce que vous voulez développer. Voilà, rien de spécifique à souligner ici. Et donc, je vous parle depuis plusieurs fois des infrastructures de recherche. Donc ici, je vous les ai remis, celles qui concernent la santé spécifiquement. Donc je ne vais pas tout vous décrire, mais je vous ai renvoyé vers les sites internet. C'est important
de voir comment les inclure si pertinent, hein, effectivement, dans vos projets. Il y a une biobanque, par exemple, BBMRI, Infrafrontières, qui est une infrastructure qui permet de développer des modèles de souris, par exemple, etc. Donc c'est vraiment très important de vous renseigner sur ces différentes infrastructures de recherche et de voir si c'est pertinent de les associer à vos projets. Est-ce qu'il y a des questions sur cet appel ? Je passe au suivant. Donc le deuxième appel en une étape pour 2022, c'est à nouveau un appel qui s'intéresse aux data. Donc on est toujours sur une RIA, ici un projet à 7 millions d'euros pour un budget total de 35 millions. Donc ici, l'objectif, c'est de répondre aux besoins de données par les agences réglementaires de santé et les agences HTA à travers l'Union européenne pour les aider en fait à évaluer et valider les médicaments et ou les dispositifs médicaux. Donc les données qui sont ciblées ici, ce sont les données en vie réelle et ou les données synthétiques. Donc un projet peut s'intéresser à une ou l'autre ou les deux. Donc il n'y a pas de restriction si vous utilisez, étudiez un domaine en particulier. Et l'idée, c'est vraiment de développer des outils, des standards et des cadres de qualité pour aider ces agences à évaluer soit les nouveaux médicaments, soit les nouveaux dispositifs. Donc développer, comme je disais, les standards pour l'analyse de ces données, que ce soit toujours à chaque fois en vie réelle ou synthétique, appliquer à différents types de conseils réglementaires et permettre de contribuer à un cadre de qualité standard des données qui soit reproductible à travers différents types de données. Ces outils devront également permettre d'améliorer la performance et l'efficacité d'essais cliniques randomisés ou des nouveaux modèles d'essais cliniques. Et voilà, c'est cet appel qui est très long. Il faut vraiment répondre à tous ces aspects-là. Il y a beaucoup de choses, donc, mais toujours dans le but d'améliorer et d'aider les agences à la prise de décision réglementaire. Et il faudra tester, encore une fois, la capacité des méthodes de machine learning à identifier les données qui soient pertinentes pour interpréter les essais cliniques et pour la prise de décision réglementaire, etc. Donc cet appel, il est assez long. Et il faudra vraiment s'assurer que vous rassemblez toutes les expertises qui permettront de développer chacun des items qui est demandé. Là, voilà. Donc en ce qui concerne le contexte politique européen, là c'est pareil, on est sur les datas, il y a beaucoup de choses en cours, donc il y en a un certain nombre qui sont cités dans le texte de l'appel. Il y a notamment une initiative qui s'appelle Darwin, un projet, donc je vous invite à aller voir. Et en ce qui concerne les données en vie réelle, il y a également des choses qui sont faites. Il y a un fact sheet qui a été fait par la Commission européenne et des articles ou des guidelines par l'EMA, encore une fois, sur l'utilisation des données en vie réelle. Alors, en ce qui concerne les projets déjà financés, on a pas mal de choses qui sont plus ou moins liées de près ou de loin. Il y a notamment une initiative dans le programme IMI qui s'appelle Big Data for Better Outcome, pour lesquels il y a eu un certain nombre de projets, donc je vous en ai mis ici quelques exemples. Il y a des projets développés, des projets financés qui développent des outils numériques et des méthodes qui permettent justement de rassembler, harmoniser, analyser des sources hétérogènes de données en vie réelle. Donc ces projets, ils s'intéressent à des pathologies en particulier. Donc il y en a un sur la maladie d'Alzheimer, un sur les cancers du sang et un sur les maladies du cœur. Donc ça peut vous intéresser. Et particulièrement en 2020, il y a eu un appel qui s'intéressait à l'utilisation des données en vie réelle pour avancer la recherche sur la gestion des maladies chroniques complexes. Donc il y a pas mal de choses également qui sont faites dans ce domaine-là. Donc évidemment, il faudra des experts dans ces types de données. Également, ici aussi, les autorités nationales compétentes, puisque
on veut vraiment développer des outils pour ces agences-là. Donc, il faut s'assurer de répondre à leurs besoins. Comme d'habitude, les citoyens et les patients. Et ici, une collaboration étroite avec l'EMA est demandée. En général, l'EMA n'est pas partenaire à part entière d'un projet en tant que bénéficiaire de subventions, mais il faut quand même qu'ils soient inclus et démontrer que vous discutez avec eux. Ici, il est également mentionné que le Joint Research Center, donc JRC de la Commission, pourra être inclus, pourra collaborer avec les projets financés. Donc, au stade de la proposition, il faut simplement indiquer quels sont les aspects sur lesquels vous pourrez collaborer avec le JRC, mais le JRC ne sera pas inclus dans toutes les propositions en montage. C'est vraiment la commission qui fera le lien avec les projets financés. Est-ce qu'il y a des questions sur cet appel ? Non, donc je passe au dernier. Donc le dernier appel, il est en 2 étapes. Donc la première étape sera au 1er février 2022 et la deuxième, si le projet est accepté, au 6 septembre 2022. On est sur un budget par projet de 6 millions avec un budget total de 60 millions. Donc encore ici, une dizaine de projets financés. Ici, l'objectif, c'est de développer encore une fois des solutions donc, informatiques, que ce soit des modèles informatiques de maladies, des approches de médecine systémique informatique, des algorithmes de machine learning, etc. C'est assez libre pour la stratification de patients. Donc, il n'y a pas d'indication de restriction sur la pathologie ou le domaine étudié. Et le stade de développement est également libre puisqu'il est indiqué qu'on peut traiter différentes étapes du continuum de la recherche, que ce soit la recherche transnationale préclinique jusqu'à la validation en conditions réelles. Ici, il est indiqué que les propositions devront traiter plusieurs domaines listés et pas forcément tous, donc ça aussi c'est important. Donc les domaines cités, ça va être, ça c'est obligatoire, c'est la recherche interdisciplinaire qui va associer la biologie de la maladie, la recherche clinique, les sciences des données, etc. etc. Donc ensuite, on peut développer des nouveaux modèles informatiques pour l'intégration des données de santé complexes, développer et optimiser des modèles informatiques pour guider la stratification de patients, améliorer les résultats cliniques. Et si vous en êtes à ce stade de développement, démontrer, tester et valider en clinique ces modèles. Tout ça dans le but de développer donc, des stratégies de stratification de patients guidées par ces modèles informatiques. Là, c'est pareil, il n'y a pas de contexte politique spécifique qui soit cité dans l'appel à projet. J'ai trouvé quelques publications intéressantes sur l'utilisation de l'informatique pour la stratification. Rien de structuré au niveau européen. Et pareil, j'ai assez peu trouvé de choses dans les projets déjà financés. Si ce n'est en 2017, il y a eu un appel qui s'appelait New Concept Inpatient Stratification avec 7 projets financés. Mais voilà, il y a très certainement pas mal d'appels de projets qui existent par-ci par-là qui s'intéressent à ça, mais j'ai rien trouvé de spécifique. Donc ici, en termes de partenaires à inclure, encore une fois, une collaboration précoce avec les agences réglementaires pertinentes, quel que soit le stade de développement de votre projet. Utilisation des bonnes pratiques développées par les infrastructures de recherche européennes, en ce qui concerne notamment la gestion des data, inclure les cliniciens qui vont utiliser ces outils et les utilisateurs finaux de manière générale. Il est indiqué que les projets sélectionnés en réponse à ce topic devront collaborer ensemble sous forme de workshop, de networking, d'activités conjointes, etc. À chaque fois que c'est mentionné dans l'appel, vraiment faites attention à bien dédier un budget à cette activité, même si vous ne pouvez pas décrire à l'avance les activités, vraiment dédier un budget parce que ça sera vraiment un work package commun qui sera rajouté à tous les projets. Et donc, si vous n'avez pas le budget prévu, vous devrez amputer les autres work packages, ce qui est arrivé en 2018 ou 2019, la première fois que la commission avait fait ça. Donc maintenant, ils ont rajouté
spécifiquement dans le Work Programme à notre demande, mais faites vraiment attention à ça. Voilà pour la description des appels. Alors, je vois question. Non. Est-ce qu'il y a des questions sur cet appel, sur les appels en général? Ou est-ce que c'était vraiment très très clair? C'était très clair. Donc, je voulais vous rappeler plusieurs petites choses. Donc, la première, c'est l'appel à projet ANR MRSEI qui permet le soutien et l'aide au montage, le soutien au montage et à l'animation d'un réseau scientifique européen. Donc, si vous êtes intéressé pour déposer un projet en coordination sur l'un ou l'autre de ces appels, n'hésitez pas à postuler à cette aide qui prévoit une subvention de maximum 30 000 € pour principalement organiser des réunions de consortium. Les coûts éligibles sont des coûts de mobilité, je vais dire, billets d'avion, hébergement, repas, etc., ou location de salle. Et dans ces 30 000 €, vous pouvez inclure maximum 10 000 € de prestations de services. Par exemple, un cabinet de conseil qui va vous aider au montage de projet. Mais ça peut être n'importe quelle prestation qui est pertinente pour le montage de votre projet. La prochaine date limite est le 13 juillet 2021. Elle était initialement au 7 ou 8, mais elle a été repoussée de quelques jours. Donc pour les appels à projets qui ont une date de soumission au 21 septembre, ça sera trop tard, parce que la réponse, elle devrait intervenir en septembre. Par contre, si vous êtes intéressé par des appels une ou deux étapes de 2022, vraiment n'hésitez pas. Le dossier est assez léger en fait, et ça permet à minima d'avoir une première expertise des retours sur votre projet. Ici, quelques infos également. Il y a eu les Research and Innovation Days de la Commission, les 23 et 24 juin. Vous pourrez retrouver toutes les sessions en ligne. Et il y a la journée d'information officielle de la Commission européenne sur le programme de travail le 2 juillet. Donc de 9h30 à 18h, il n'y a pas d'inscription, tout sera en live. Et c'est des sessions découpées par destination, donc vous pouvez éventuellement vous connecter uniquement à la session qui vous intéresse. Également, je vous encourage, si vous êtes en cours de montage ou en cours de recherche de consortium, à vous inscrire au Brokerage Event en santé qui aura lieu le 5 juillet, en ligne encore une fois, et qui permet donc de renseigner son profil, d'indiquer son expertise pour un topic en particulier et d'avoir accès à l'ensemble des autres participants et de demander des rendez-vous B2B, comme on dit. Et ici, je vous ai remis donc tous les webinaires, donc il en reste un sur la destination 6 et sinon tous seront disponibles sur le site internet du ministère. J'ai terminé ma présentation. Donc je vois une question à propos de la Suisse. Alors, la Suisse ne sera pas associée au programme. Au moins pour là les premiers appels, il n'y a pas eu d'accord entre la Commission européenne et la Suisse. Donc ils ne sont pas éligibles au financement par la Commission européenne. Par contre, il faut se rapprocher peut-être des PCN suisses. Je pense qu'ils ont, eux, au niveau national, un mécanisme qui leur permettront de financer les équipes qui participeraient au projet européen. Ça, c'est vraiment à vérifier, mais c'est quelque chose que je peux faire et revenir vers vous par mail. Mais en tout cas, ils ne seront pas financés par la Commission européenne, du moins pour les premiers appels. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Cécile. Alors en ce qui concerne les pays africains, donc il y en a un certain nombre qui sont inclus dans la liste de pays à faible et moyen revenu. S'ils sont inclus dans cette liste, et donc dans le diapo, il y a le lien vers la liste précise, ils seront éligibles au financement par la Commission européenne. Et il me semble de mémoire, mais je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est enregistré, que au moins le Maroc est associé, donc éligible aussi.
j'ai pas encore tout bien en tête, mais en tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien quand vous aurez les slides. Et tous les pays éligibles au financement sont listés dans le document. Donc ça dépend quel pays exact vous intéresse, mais c'est enfin tout publié par la Commission européenne. Très exactement dans le document qui s'appelle Horizon Program Guide, qui est disponible sur le Funding and Tenders. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. N'hésitez pas en tout cas à contacter le PCN pour toute question, pour échanger sur votre projet en particulier, s'assurer qu'il correspond bien aux attentes de l'appel. On peut faire ça avec vous. Et pour toute question ponctuelle, n'hésitez vraiment pas. Et je vous souhaite donc une bonne journée.